Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Philippe David. Nous sommes en guerre. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah, ça va me coûter combien? Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Nous sommes dans une guerre hybride. Vous comprenez pas, maintenant vous circulez tous, s'il vous plaît. Bonne soirée à tous, désolé pour la démocratie. Allez. On est prêt à repartir si le travail réalisé n'est pas au niveau des attentes. Bonjour, très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour Berkov dans tous ses états. Vous retrouverez l'ami André demain à midi. Au menu de ce Berkov dans tous ses états, on va commencer bien évidemment par le fait du jour et l'offensive de Tsahal à Rafah dans la bande de Gaza. Et on va parler des issues possibles suite à cette offensive. Nous serons en compagnie de Jonathan Serrero, journaliste spécialiste du Moyen-Orient et du Hamas, qui est d'ailleurs sur place au Proche-Orient. Dans sa balance, Gabriel Attal reçoit les agriculteurs cet après-midi. Le président de la République les recevra demain. Agriculteurs en colère, le conflit risque-t-il de repartir? Les producteurs laitiers sont déjà en route pour aller vers l'Assemblée nationale. On en parlera avec Jordi Bouanchot, membre du conseil d'administration des jeunes agriculteurs et éleveurs de bovins de Vendée. Il y aura évidemment les perles, les huées, les bravos. Et à 13h, un débat sur l'intelligence artificielle. Nos invités seront Rafik Smati, entrepreneur dans le numérique, auteur du Nouveau Temps. Comment reprendre le contrôle à l'ère de l'IA, publié aux éditions Erol, et Étienne de Rocchini, qui a écrit Le sens de l'IA à l'école de Pascal Entrepreneur, publié chez Bollen. Il est mathématicien et entrepreneur. Il préside notamment un think tank d'entrepreneurs scientifiques et philosophes pour mettre l'IA au service du bien commun. Vous voulez réagir, leur poser vos questions, appelez-nous au 0826 300 300. C'est Manu qui prendra vos appels. Sud Radio, votre avis fait la différence. Les opinions sont diverses et variées. Vous faites parler les auditeurs. De mon point de vue, la liberté d'expression est beaucoup plus fiable et authentique sur Sud Radio, quoi. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Victory is within reach. We're going to do it. We're going to get the remaining Hamas terrorist battalions in Rafah, which is the last bastion, but we're going to do it, and in this I agree with the Americans, we're going to do it while providing safe passage for the civilian population so they can leave. La victoire est à portée de main. Ce sont les propos du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les opérations continuent dans la bande de Gaza. Hier, Israël a annoncé avoir récupéré 2 otages à Rafah, dans l'ouest du territoire, à la frontière égyptienne. 2 hommes de 60 et 70 ans qui avaient été enlevés le 7 octobre. Cette opération a pu être menée grâce aux frappes menées dans la nuit de dimanche à lundi. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, 112 otages ont été libérés, dont 105 pendant une trêve fin novembre. Israël est parvenu d'ailleurs à rapatrier 3 corps. Il resterait 134 otages à Gaza, dont 30 seraient morts. 3 Français seraient toujours retenus. Nous sommes en compagnie de Jonathan Serrero, journaliste spécialiste du Moyen-Orient et du Hamas. Jonathan Serrero, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Je rappelle à celles et ceux qui veulent poser des questions à Jonathan Serrero que vous pouvez nous joindre bien évidemment au 0826 300 300. Première question, est-ce que les frappes vont ou peuvent s'accentuer? On sait qu'en parallèle, Benjamin Netanyahou a ordonné à son armée de préparer une offensive sur Rafah. Eh bien, concernant Rafah, pour faire le point de la situation, à Rafah, il y a encore 4 bataillons du Hamas. Pour le moment, Israël est parvenu à démanteler, détruire, éliminer 18 des 24 bataillons de l'organisation terroriste palestinienne. Du côté de Khan Younes, l'avancée de Tsahal devrait permettre à l'armée israélienne de conquérir ce bastion fort du Hamas à la fin de la semaine, et donc de démanteler les 4 bataillons qui résistaient encore du côté de Khan Younes. Mais du côté de Rafah, il y a donc ces 4 bataillons plus les milliers de terroristes qui ont fui les combats du nord de la bande de Gaza pour se rendre vers la ville de Rafah, et ces terroristes se mêlent au milieu des civils. Donc le défi pour Israël sera de taille, à savoir mener des opérations beaucoup plus chirurgicales, comme on l'a vu du côté de Khan Younes, mais aussi d'épargner, entre guillemets, les civils, et aussi de déplacer ces civils vers le centre de la bande de Gaza. Rafah, c'est le dernier grand bastion du Hamas dans la bande de Gaza? Oui, c'est le dernier grand bastion. C'est une ville qui est à l'extrême sud de la bande de Gaza, proche
de cet axe stratégique qu'on appelle l'axe Philadelphie et qui crée des tensions entre Israël et l'Égypte. D'ailleurs, l'opération du côté de Rafah a été préparée en amont, au regard des rencontres multiples qui ont eu lieu ces derniers jours et ces dernières semaines, et même au moment où l'on se parle, entre les autorités israéliennes, mais aussi avec les services de renseignement égyptiens. Du côté de l'Égypte, on craint un afflux de la population palestinienne de la bande de Gaza vers l'Égypte, et c'est le scénario à éviter pour Israël d'entrer dans un conflit avec l'Égypte, avec qui Israël est en paix depuis plus de 40 ans maintenant. Vous avez parlé de 4 bataillons du Hamas. C'est combien d'hommes un bataillon ? Un bataillon, c'est au bas mot 1000 hommes. 1000 hommes, il y a encore des milliers de terroristes du côté de Rafah. Maintenant, au regard de l'intensité mise par l'armée israélienne à éliminer tous ces bataillons, il y a des terroristes qui se rendent, comme on l'a vu, dans le nord de la bande de Gaza, dans le centre de la bande de Gaza, du côté de la ville de Gaza, mais aussi du côté de Khan Younes. Et ces terroristes servent de manne de renseignement à l'armée israélienne pour avancer tout simplement plus vite. C'est comme cela, a priori, que Tsahal a mené l'opération du côté de Rafah pour exfiltrer les otages, pour libérer les 2 otages israéliens grâce à cette mine de renseignements que représentent les terroristes arrêtés sur le terrain. Jonathan Serrero, Joe Biden a exhorté le Premier ministre israélien lors d'un entretien téléphonique dimanche à, je cite, garantir la sécurité de la population palestinienne. Est-ce que ça peut jouer ces pressions de Washington sur le gouvernement israélien ? Cela joue, car Israël et les États-Unis entretiennent d'excellentes relations malgré les tensions qui existent en ce moment entre Joe Biden et Benjamin Netanyahu sur la vision tout simplement de cette guerre. Cela joue puisque il y a des discussions en ce moment même sur le déplacement donc de cette population civile gazaoui du sud vers le centre de la bande de Gaza, et aussi de mettre en place des tentes au sud-ouest de la bande de Gaza, du côté du camp de Al-Mawassa, qui est un camp où se trouvent des milliers, des centaines de milliers de Palestiniens, et donc Israël entrevoit la possibilité de mettre en place des milliers de tentes pour assurer tout simplement la sécurité de la population civile. Toujours sur Washington, Washington annonce qu'une pause d'au moins 6 semaines est envisageable. Est-ce que ça vous paraît possible ? Vous y croyez ? Parce qu'en 6 semaines, le Hamas pourrait reprendre des forces s'il y avait vraiment une trêve. Oui, s'il y a une trêve en 6 semaines, le Hamas peut se refaire une santé et retravailler sur des objectifs stratégiques. Déjà, il retravaille sur des objectifs stratégiques au regard de la surprise d'hier et de l'opération menée hier par Tsahal. Si vous voulez mon avis, aujourd'hui, Israël est déterminé à aller jusqu'au bout. Le Hamas est lui aussi déterminé à faire plier Israël et à faire taire le bruit des armes du côté de la bande de Gaza. Mais du côté de Benjamin Netanyahou, on a un objectif. Le Premier ministre israélien a un objectif, c'est d'éliminer tout simplement le Hamas, de continuer vers Rafah et d'arriver à libérer les otages, l'ensemble des otages israéliens à travers la pression militaire, mais aussi au travers des discussions qui sont menées en ce moment du côté du Caire, et bien évidemment en dernier lieu d'éliminer l'ensemble des dirigeants du Hamas, au premier rang duquel Yahya Sinwar, le chef du Hamas. Jonathan Serrero, anéantir le Hamas, est-ce faisable ? On a renversé les talibans en Afghanistan en 2001 et pourtant leur idéologie est restée. La preuve, ils sont revenus au pouvoir. Est-ce qu'on peut anéantir le Hamas physiquement, mais surtout idéologiquement ? Ou est-ce que ça relève du vœu pieux ? C'est un défi qui est à mon avis
irréalisable idéologiquement. Il y aura toujours des antisémites, il y aura toujours des haineux d'Israël de par le monde, que ce soit dans la bande de Gaza ou dans les territoires palestiniens ou même en Europe. Mais en tous les cas, pour anéantir le Hamas, pour, je dirais, affaiblir totalement le Hamas, il faudrait déjà réfléchir au jour d'après. À qui dirigera la bande de Gaza dans le futur? À la gestion civile de la bande de Gaza. On le voit dans le nord de la bande de Gaza, le Hamas essayer de reprendre le contrôle du terrain, de gérer la vie civile. Et c'est un mauvais signe pour Israël. Et je sais qu'en ce moment, du côté des autorités israéliennes, on réfléchit déjà à cette gestion. Pourquoi pas impliquer les pays arabes modérés du Golfe dans la gestion de la bande de Gaza, en vue aussi, pourquoi pas, d'un accord de normalisation avec l'Arabie saoudite. Il y a des discussions, même si je n'y crois pas trop, sur une autorité palestinienne renouvelée. Il y a eu des discussions hier et tout au long de la semaine entre Mahmoud Abbas et l'émir du Qatar sur ce sujet précis. Donc il y a tout un tas d'options à prendre en compte, mais en tous les cas, du côté israélien, l'objectif, c'est de garder le contrôle sécuritaire de la bande de Gaza, et Israël devrait accélérer en ce sens. Oui, parlons justement de maintenir la pression sécuritaire sur la bande de Gaza. L'offensive a commencé il y a 4 mois. On en est où aujourd'hui? D'un point de vue général. Le travail. Oui, bien sûr. En 4 mois, le travail effectué par l'armée israélienne est en tout point remarquable et exceptionnel, car Israël mène une guerre en surface, mais aussi en sous-sol, dans les labyrinthes et dans les tunnels du Hamas. Et ces tunnels, au regard de l'ampleur des tunnels, d'ailleurs, lorsqu'on se rend compte de ce labyrinthe, de ces couloirs qui vont un peu partout dans la bande de Gaza, on se rend compte de la pieuvre terroriste créée par le Hamas durant ces années. Aujourd'hui, concernant aussi la menace des roquettes du Hamas qui fait planer, je dirais, une crainte, une peur sur la population israélienne, cette menace a drastiquement baissé. Aujourd'hui, il y a eu une seule roquette tirée tôt ce matin. Il y a des écarts de plusieurs jours entre les tirs de roquettes. L'arsenal des roquettes du Hamas a baissé de 90%. Selon les experts, il resterait 1 millier de roquettes dans l'arsenal militaire du Hamas. Aujourd'hui, sur le terrain, le Hamas opère en cellules très restreintes, 2-3 hommes face à l'artillerie lourde de Tsahal, mais le Hamas n'en reste pas moins dangereux dans ce contexte-là. Donc aujourd'hui, la guerre sera encore longue, à mon avis, pour détruire l'ensemble de l'influence du Hamas dans la bande de Gaza, mais Tsahal avance assez rapidement. Vous avez parlé des tunnels. Y a-t-il des infos sur les tunnels trouvés notamment sous les locaux de l'UNRWA, c'est les Nations Unies pour les réfugiés palestiniens? Oui. Donc du côté de la ville de Gaza, Tsahal vient de découvrir un tunnel stratégique où se réfugiaient les responsables du Hamas. Alors le directeur de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a déclaré qu'il ne savait pas. Et c'est un peu fort de café lorsque l'on voit l'ampleur de ce tunnel et les armes surtout retrouvées, des missiles de type RPG, des explosifs, des grenades, des rampes de lancement de roquettes. Donc, est-ce que l'UNRWA a collaboré tout au long de ces années avec le Hamas? Rien n'est moins sûr, mais on a déjà la réponse. Est-ce que l'UNRWA s'est laissé déborder aussi par le Hamas durant toutes ces années? Est-ce que le Hamas a gangréné l'organisation humanitaire de l'ONU? Ça, c'est certain, puisque on le sait, l'UNRWA a collaboré, certains employés de l'UNRWA ont collaboré
au massacre du 7 octobre, ont collaboré aussi au rapt de plusieurs otages israéliens. On a retrouvé des renseignements comme quoi des professeurs de l'UNRWA retenaient en otage des captifs israéliens, et on a donc retrouvé ce tunnel sous le bureau général de l'UNRWA du côté de Gaza. Dans quel état d'esprit est l'opinion publique israélienne et quelle est l'image de Netanyahou aujourd'hui, 4 mois après le pogrom du 7 octobre dernier? Alors, aujourd'hui, après l'opération d'hier a redonné quelque peu du baume au cœur à l'opinion publique israélienne, et a surtout prouvé que la pression militaire et l'argument des dirigeants israéliens étaient, entre guillemets, le bon, puisque au regard de cette pression militaire, au regard des renseignements aussi obtenus, Tsahal est parvenu à libérer 2 otages. Il en reste tout de même 134. Donc aujourd'hui, l'opinion israélienne est favorable à la poursuite de l'opération militaire, mais aimerait voir en même temps les otages être libérés. Concernant Benyamin Netanyahou, sa cote de popularité fluctue. Elle était très basse au lendemain du 7 octobre. Elle se renforce quelque peu. Mais aujourd'hui, Benyamin Netanyahou est dans un état d'esprit, je dirais, d'aller jusqu'au bout, et c'est une volonté qui est partagée par l'ensemble de l'opinion publique israélienne. Et la cote de popularité de Benyamin Netanyahou dépendra de l'avancée des forces de Tsahal dans Rafah, du meurtre aussi, et de l'élimination des responsables du Hamas, et de la libération des otages. Merci beaucoup Jonathan Serrero, journaliste spécialiste du Moyen-Orient et du Hamas, qui est d'ailleurs sur place au Proche-Orient. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. On marque une courte pause sur Sud Radio, on va revenir dans quelques instants, on parlera d'agriculture. Est-ce que les mouvements des agriculteurs en colère vont-ils reprendre? On en parlera avec un éleveur et membre du conseil d'administration qui sera avec nous dans un instant. Et puis vous, peut-être au 0826 300 300, appelez-nous si ça vous fait réagir. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Philippe David, Sud Radio, André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Est-ce que vous êtes en train de dire à vos adhérents, aux agriculteurs de France, préparez-vous à reprendre les actions? J'ai d'abord, les agriculteurs n'ont jamais désarmé. Tout le monde a dit, on est prêt à repartir si le travail réalisé n'est pas au niveau des attentes qui sont très fortes et qui ont été exprimées. Les braises du mouvement des agriculteurs sont-elles en train de se rallumer? On pourrait le croire, on peut même le croire en voyant l'empressement de l'exécutif à recevoir ces mêmes agriculteurs, puisqu'ils seront reçus cet après-midi par Gabriel Attal et par Emmanuel Macron demain. Des rencontres sous pression, puisque Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, a déclaré ce matin sur TF1, vous venez de l'entendre, on est prêt à repartir à l'action si des mesures supplémentaires ne sont pas annoncées, alors que le salon de l'agriculture doit débuter dans 11 jours. Nous sommes en compagnie de Jordi Bouanchot, membre du conseil d'administration des jeunes agriculteurs et éleveurs de bovins en Vendée. Jordi Bouanchot, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Tout d'abord, pourquoi cette rencontre avec Gabriel Attal? Quels sont les points à l'ordre du jour? Déjà, pourquoi cette rencontre? Tout simplement parce que, pour rappeler un petit peu, on est dans un cadre d'une mobilisation historique, inédite par sa durée. Je rappelle, on a commencé fin d'année 2023 par retourner les panneaux de nos communes de manière symbolique pour dire que voilà, on était rendu au bout d'un système où on marche sur la tête, où les agriculteurs ne prennent de moins en moins de plaisir à faire leur métier au quotidien. Et puis, on a commencé des actions un peu plus musclées en ce début d'année, avec des barrages, des filtrages, des contrôles de camions, etc., pour exprimer une colère qui est réelle. Et pour reprendre vos expressions, le feu de ces actions n'est pas éteint et les braises sont encore chaudes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu certaines mesures d'urgence annoncées par le gouvernement et notamment notre Premier ministre, Gabriel Attal, qui ont répondu à des problématiques locales très ponctuelles. Mais moi, je prends souvent l'expression de dire que l'agriculture, en ce moment, vit une hémorragie depuis de nombreuses années. Et ce que nous voulons aujourd'hui, ce n'est pas simplement des pansements,
mais nous avons vraiment besoin de changer de logiciel. Et pour nous, changer de logiciel, renverser la table, c'est pas avec des discours aujourd'hui qu'on a eus qui, pour le terrain, ont de la peine à se transformer en actes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos représentants nationaux ont besoin de plus de concret, parce que sur le terrain, moi-même dans mon exploitation, je ne vois pas concrètement ce que ça va changer au quotidien dans nos métiers d'éleveurs, d'agriculteurs et de création d'alimentation saine et de qualité pour nos concitoyens. Mais est-ce que c'est pas la preuve quand même que l'exécutif a peur? On savait que les agriculteurs allaient rencontrer Gabriel Attal cet après-midi, et dès hier soir, Emmanuel Macron a dit je les rencontre le lendemain. Vous sentez, vous, une tension chez l'exécutif, une peur d'un redémarrage du mouvement? Eh ben, en tout cas, je l'espère qu'eux le ressentent, parce que cette tension, nous, en tant que responsables syndicaux de notre commune jusqu'au national, pour ma part, la tension est réelle de mes amis agriculteurs qui nous relaient au quotidien leurs problématiques en disant il y a eu les discours politiques et aujourd'hui il faut passer à l'acte, et l'acte on n'y est pas encore. Il y a encore trop de sujets sur la table, comme le plan de souveraineté élevage, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce que ça va changer au quotidien, l'application des Galim. Aujourd'hui on n'a pas vu un seul centime redescendre dans nos cours de ferme encore. Voilà, c'est tous ces sujets-là qui sont importants de transformer. Et en tout cas, j'espère qu'en effet, le gouvernement s'en est rendu compte, qu'il est grand temps de nous écouter, de faire des efforts significatifs, de trancher sur certaines décisions, même si tout ne sera pas réglé à l'échelon national. On sait qu'il y a aussi un pas de temps long lié à des mesures européennes, mais pour autant, je pense que le pas de temps et, entre guillemets, la deadline du salon de l'agriculture leur font peur. Et je pense qu'ils ont raison, parce que sinon ils vont être confrontés directement à des agriculteurs qui auront de nombreuses questions très concrètes à leur poser. Jordi Bouanchot, Arnaud Rousseau, le patron de la FNSEA, a déclaré ce matin sur TF1, on l'a entendu il y a quelques minutes, on est prêt à repartir à l'action, même si des mesures supplémentaires ne sont pas annoncées. Est-ce la même chose pour les jeunes agriculteurs ? Alors, puisque vous êtes membre du conseil d'administration des jeunes agriculteurs, faut-il le rappeler ? Oui, en effet. Et encore une fois, on se fait le relais au national de la position de nos agriculteurs au quotidien sur leurs problématiques et du terrain, du réseau. Et en effet, le réseau aujourd'hui est prêt à repartir. Et je pense qu'il ne faudrait pas grand-chose pour repartir sur des actions assez musclées pour exprimer notre colère, parce que la colère est toujours présente. En ce moment même, des agriculteurs essayent de se diriger, des producteurs laitiers, vers l'Assemblée nationale. Est-ce que vous ne craignez pas que la base puisse dépasser les syndicats ? Alors, pour le moment, notre réseau que je représente, les jeunes agriculteurs ou la FNSEA, on a toujours eu un seul mot d'ordre, c'est des actions de revendication et d'exprimer notre désaccord ou notre colère, oui. Par contre, toujours dans le respect des biens et des personnes et sans casse. Et je pense qu'aujourd'hui, on a quelque chose de précieux entre les mains. C'est qu'on a la chance d'avoir l'opinion publique avec nous. Les Français aiment encore leurs agriculteurs, aiment leur agriculture locale. Ils nous l'ont fait savoir, pour ma part, ayant été présent de nombreux jours et de nombreuses nuits sur des ronds-points, sur des péages. On a eu beaucoup de retours très positifs de nos concitoyens, de nos consommateurs, qui ont un rôle essentiel, je le rappelle. Ils ont aussi le rôle de survie de l'agriculture, parce que c'est aussi nos concitoyens, par leur acte d'achat, qui pourront nous aider. Mais il faut qu'on préserve cette opinion publique favorable à l'opinion et aux problématiques agricoles. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'on a rarement eu une fenêtre de tir médiatique aussi importante en lien avec l'agriculture. Et ça, il faut qu'on le préserve et qu'on le cultive. Et je pense que ce n'est pas en allant vers des mesures très extrêmes ou dans de la casse qu'on arrivera à garder cette image concrète de nos revendications agricoles. Justement, parlons des revendications agricoles. Quels sont les points qui posent problème aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, pour reprendre un petit peu l'ensemble des thématiques, elles sont très vastes. Comme j'ai dit, c'est un inventaire à l'après-vert. Oui. Non, mais changer de logiciel, ça ne se fera pas avec des mesures pansements. On a vraiment besoin de bouleverser les choses. La première, c'est le revenu. Il faut qu'on retrouve de la dignité de notre métier d'agriculteur, parce que oui, même si on fait un métier passion, on a besoin d'en vivre. On a besoin de faire vivre notre famille comme n'importe quel chef d'entreprise. Je rappelle qu'un agriculteur est un chef d'entreprise. Et le revenu, ça passera par l'application pleine et concrète des Galim, c'est-à-dire la prise en compte du coût de production des agriculteurs dans une construction du prix en marche avant.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut arrêter de dire qu'on peut s'alimenter au moins cher. Non, l'alimentation en quantité et en qualité en France, ça a un prix. Et il faut prendre le coût de production de l'agriculteur jusqu'au consommateur. Et aussi, la grande distribution a un devoir pédagogique auprès du concitoyen pour leur dire que s'alimenter est un acte de première nécessité et que ça ne doit pas être la variable d'ajustement dans un revenu ou dans les ménages. Deuxième chose, l'élevage. Nous sommes en train de perdre notre élevage. Élevage qui est l'identité de nos territoires, de notre terroir, de notre image de l'agriculture à la française avec cette diversité. Qui fait qu'on a aussi une reconnaissance touristique de nombreux autres pays. Cet élevage, il faut le reconnaître à la fois par son enjeu de souveraineté alimentaire, mais aussi sur les bienfaits qu'on peut avoir sur notre environnement. Il faut aussi accepter de dire, quand on perd notre élevage, on perd nos prairies. Et aujourd'hui, quand on prend cette pénalité qu'ont les agriculteurs du fait que, vu qu'ils n'ont plus d'élevage, ils sont obligés de faire autre chose sur les sols pour continuer de nourrir nos concitoyens, on est en train de nous pénaliser. Il faut arrêter de nous pénaliser. Autre sujet très concret, c'est par exemple sur l'environnement, les phytosanitaires. Je rappelle qu'aujourd'hui, la surtransposition des règles, beaucoup de produits ont été interdits en France alors qu'ils continuent d'être appliqués dans d'autres pays européens. En Espagne, en Italie, etc. Voilà, etc. Ces pays-là qui nous envoient, eux, des produits alimentaires parce qu'on est dépendant aussi de certains produits comme les fruits et légumes qui nous viennent d'Espagne. Donc, ce que l'on redit, c'est pas d'interdiction sans solution. Je pense que les agriculteurs sont les premiers impliqués et sensibilisés à la préservation de l'environnement. Pourquoi ? Parce que l'environnement, c'est notre outil de travail. Mais pour autant, il faut qu'on continue de produire une alimentation de qualité et de quantité pour nos concitoyens français. Vous avez dit on est en train de perdre notre élevage. Alors, il y a déjà le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande qui frappe surtout les producteurs ovins. Pour vous, vous êtes producteur de bovins, faut-il le rappeler, de blonde d'Aquitaine, je crois, une excellente bête à viande. Est-ce que vous croyez le gouvernement quand il vous dit que les négociations avec le Mercosur, c'est pas demain la veille que ce sera signé ? En tout cas, on ne peut que espérer les croire parce que j'espère qu'ils ont conscience que s'ils signent des accords comme ça, c'est accélérer la mort de nos élevages et puis surtout de notre modèle. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a toujours voulu une agriculture plus verte, plus vertueuse pour l'environnement, avec des signes de qualité. Je rappelle que la montée en gamme a été une volonté gouvernementale de l'État, avec des consommateurs qui sont aussi de plus en plus sensibles au bien-être animal, dont acte. Pourquoi pas ? On est prêt à y répondre. Par contre, répondre à tous ces enjeux-là, qui sont des enjeux aussi d'avenir, nécessite des adaptations de nos outils de production, des investissements. Et donc, il faut aussi reconnaître l'effort de l'agriculture et des agriculteurs français en achetant leurs produits, en ayant un acte de patriotisme vis-à-vis des agriculteurs français et arrêter d'aller chercher des produits à moindre coût ailleurs qui, eux, ne respectent pas du tout les règles que l'on nous impose, nous, en France. En tout cas, c'est un sujet qui fait beaucoup réagir sur le standard de Sud Radio, puisqu'on a Philippe du Lot qui est agriculteur. Philippe, bonjour. Bonjour Philippe. Oui, bonjour, bonjour Sud Radio, bonjour à tous. On vous écoute, Philippe. On vous écoute, Philippe. Oui, je voudrais dire, donc il y a eu 10 jours de blocage, il y a eu des annonces de fête et on se rend compte que les centres de gestion agricole et tout ce qui est comptable sont en train d'étudier les mesures et ça correspond pas et le compte n'y est pas, quoi. Et le compte n'y est pas. Voilà. En quoi le compte n'y est pas ? Mais parce que, par exemple, sur la mesure fiscale, sur les 15 000 euros, vous savez, par UTH, par membre d'exploitant, oui. Qu'on devrait pouvoir défiscaliser. Apparemment, le centre de gestion nous dit, attention, ça va pas aller pour tout le monde, ça va être très compliqué, quoi. Voilà. Ça va pas, l'attente n'y est pas, quoi. Philippe, est-ce que vous êtes prêt à repartir, à rebloquer ? Mais si jamais, je pense que dans les campagnes, si jamais il n'y a pas des mesures, en fait, le monde agricole, il demande pas des aides, le monde agricole, il demande des prix de rémunération aux produits. C'est ça qu'on veut, voilà. Alors, oui, allez-y. On veut pouvoir faire un produit. Vous savez, l'artisan quand il fait du carrelage ou de la maçonnerie, oui. il vous dit oui, mais nous c'est pareil. On veut un prix au produit, voilà. Et un produit conventionné, étiqueté France. Philippe, vous êtes producteur de quoi ?
On fait du veau de lait et de la noix et un peu de veau de boucherie, voilà. Avec la limousine, un troupeau allaitant basé Calherbe. D'accord. Au nord du département du Lot. Limousine, Voilà. très bonne bête à viande également, comme la blonde d'Aquitaine. Merci beaucoup Philippe Dulotte. On va faire réagir Jordi Bouanchot. Qu'est-ce que vous voulez répondre? Il est producteur de bêtes à viande, comme vous. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Philippe Dulotte? Moi, que je partage complètement en tant qu'agriculteur, en tant que responsable syndical, ces propos. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des mesures fiscales annoncées qui sont trop complexes, qui finalement feront que ça ne sera pas accessible par tous les agriculteurs. Mais simplement, en plus, il a très justement dit que nous, on ne souhaite pas vivre sous perfusion d'aides ou de réglementation. On souhaite simplement reprendre plaisir à faire notre métier et vivre de notre métier par une juste rémunération de nos produits agricoles, tout simplement. Et en fait, encore une fois, c'est remettre un peu de bon sens paysan dans toute cette surréglementation. Encore une fois, l'enjeu de la simplification administrative est importante aussi pour nos agriculteurs. Quand on voit qu'on nous demande pour le même sujet 3 ou 4 documents à remplir. Moi, je prends l'exemple de mon père. C'est carrément soviétique. Voilà, mon père à l'époque, il passait 1 heure ou 2 par semaine sur la table de la cuisine à faire de l'administration. Aujourd'hui, moi, sur mon exploitation agricole, on a un bureau où on y passe quasiment un tiers de notre temps. Et ce tiers-là, on ne le passe pas à faire notre métier passion qu'on a choisi. Ça réagit encore au standard, puisque nous avons Sophie qui nous appelle depuis Asnières-sur-Seine en région parisienne. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Oui, bonjour monsieur. En fait, je me faisais la réflexion suivante et nous soutenons les agriculteurs dans leur détresse et c'est vraiment pathétique. Mais on se disait que pour que les Français achètent des produits français de qualité, plutôt que c'est une idée comme ça, plutôt que de subventionner Ryanair avec les conseils régionaux, je préférerais avec mes impôts, franchement donner avec mes impôts de quoi subventionner de la viande, des agriculteurs qui sont des producteurs de variés, et plutôt que de financer une entreprise étrangère. Voilà. Alors, c'est une réaction vous parliez du bon. Merci beaucoup Sophie d'Asnières-sur-Seine, où il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs, Asnières-sur-Seine a priori, mais vous voyez, les citadins sont solidaires avec vous. Jordi Bouanchot, qu'est-ce que vous voulez répondre à Sophie? Parce que vous, les producteurs bovins, vous n'êtes pas subventionnés, contrairement aux céréaliers par exemple. Vous avez vraiment la loi du marché face à vous, Alors aujourd'hui, on a quelques aides publiques, notamment à travers la PAC, qui viennent en soutien. Mais moi, ce que je peux répondre à cette gentille dame, c'est qu'en effet, on en est les premiers touchés et que nos concitoyens nous soutiennent. Et il faut vraiment que ça se concrétise dans l'acte d'achat. C'est toujours un peu cette difficulté. Alors on entend, nous-mêmes on est consommateurs, moi le premier, j'ai une famille à nourrir, j'ai une femme, un enfant, et on va faire nos courses nous aussi, et c'est vrai que on voit bien que des fois les fins de mois sont compliquées. Pour autant, il faut être attentif à notre acte d'achat qui peut avoir un enjeu très concret sur la rémunération de nos agriculteurs, privilégier les produits français, ceux où il y a la transparence sur l'approvisionnement, où on peut également avoir une assurance du retour au producteur. Voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut arriver à reprendre comme habitude. Mais encore une fois, je le dis, je pense que la grande distribution a son rôle à jouer dans son rôle pédagogique auprès du consommateur, chose qu'ils ne font pas du tout lorsqu'on continue de voir sur les plateaux télé certaines grandes marques continuer de dire qu'il faut avoir des produits le moins cher possible pour les consommateurs, et ça, c'est faux. Le salon de l'agriculture commence dans 11 jours. Est-ce qu'on peut imaginer le salon de l'agriculture se tenir normalement si jamais le conflit repartait ? Alors de toute façon, il ne sera pas normal, si je puis dire, ce salon de l'agriculture, parce que pour moi, il est important de le maintenir parce que c'est aussi pour continuer de créer du lien avec nos consommateurs qui des fois sont plus éloignés de nos outils de production et de notre quotidien. Je pense aux Parisiens qui n'ont peut-être des fois pas la chance de pouvoir habiter à proximité de nos agriculteurs et de comprendre nos problématiques. Donc c'est un moment d'échange privilégié avec nos concitoyens français. Pour autant, voilà, ces mouvements des derniers jours et des dernières semaines sera dans la tête et on sera encore tout chaud de tout le monde. Donc, il va forcément y avoir des interpellations de nos pouvoirs et de nos élus politiques un peu plus musclés. Donc, je pense que c'est aussi ce que doivent avoir dans la tête en ce moment nos décideurs politiques. Y a-t-il des secteurs qui ont été mieux ou moins bien lotis avec les annonces gouvernementales entre les éleveurs, les maraîchers, les céréaliers, etc. Il y a eu des gagnants, des perdants ?
Non, encore une fois, comme je vous le disais, on a eu des mesures tampons, des mesures pansements sur des sujets d'actualité. Je pense à la MHE, c'est la maladie hémorragique, voilà. Voilà, la maladie hémorragique, je pense au GNR. On a eu quelques réponses sur l'accélération du versement des aides PAC. Mais pour autant, les mesures de fond, moi je reprends les mots du gouvernement qui souhaite changer de logiciel. Ce changement de logiciel, je suis désolé, mais il faut vraiment que ça s'inscrive dans la durée pour renouveler la génération d'agriculture, parce qu'on a un enjeu majeur, c'est d'attirer des nouveaux profils en agriculture pour garder notre agriculture locale sur nos territoires. Dernière question, Jordi Bouanchot. Si jamais les agriculteurs ressortaient dans la rue, à votre avis, ce sera sous quelle forme? Blocage de Paris, Bruxelles, les grandes villes, les autoroutes, qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, on le voit bien depuis le début des revendications. Nos actions ont petit à petit monté d'un cran. On a commencé par les panneaux à l'envers, puis ensuite des mesures plus locales sur les péages, les ronds-points. Pour ma part, dans mon département, en Vendée, on a, entre guillemets, levé les actions par une action très départementale avec 1000 tracteurs à La Roche-sur-Yon, à la préfecture de département de la Vendée. Je pense que les agriculteurs vont vouloir monter d'un cran si on continue nos revendications. Moi, ce que je souhaiterais, c'est des réponses rapides, ou sinon la colère va continuer de grandir. Mais encore une fois, nous, on appliquera les idées et les envies du local. Merci beaucoup, Jordi Bouanchot. Je rappelle que vous êtes membre du conseil d'administration des jeunes agriculteurs et éleveurs de bovins de Blonde d'Aquitaine en Vendée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On marque une courte pause et on va revenir dans un instant avec les perles, les huées, les bravos de Philippe David. Je crois qu'on va parler des JO et de millionnaires. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Philippe David. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Finn Baker. Oui, si Anne Hidalgo n'existait pas, il faudrait vraiment l'inventer. Oui, la maire de Paris exhorte les habitants de la capitale de rester pendant les Jeux Olympiques, alors que la vie des Parisiens est pourrie depuis des mois par les travaux pour ces mêmes Jeux Olympiques. Des Parisiens qui, s'ils restent, vont se prendre une foule considérable avec les visiteurs et des prix dans les magasins qui risquent de flamber. Des Parisiens qui auront les inconvénients de Paris l'été, avec la chaleur souvent étouffante, sans les avantages de Paris l'été, avec moins de monde, une meilleure circulation, etc. Parlons-en de la circulation qui sera encore plus difficile sur le périphérique puisqu'une file sera réservée aux véhicules des JO, sans parler des zones totalement interdites à la circulation un peu partout dans et hors de la capitale à proximité des lieux de compétition. Alors oublions le trafic et marchez. Mais dans quelle zone? Parce qu'il faudra un QR code pour pouvoir rentrer, sans oublier, dans certains endroits, sans oublier les fouilles qu'il y aura un peu partout, la menace terroriste étant toujours bien présente. Bref, pour celles et ceux qui ont encore les moyens de partir en vacances, ils seront à mon avis mieux à faire de la bronzette à la plage, de la rando à la montagne ou de la pêche à la ligne à la campagne. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Adieu. Linda Lemay, le golfeur. Il y a des tweets qui laissent pantois. Un des derniers de Mathilde Panot en fait partie et est franchement tout en haut de la pile. Pour inciter les Français à s'inscrire sur les listes électorales en vue des européennes, la présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée a tweeté ceci, je cite, « Les riches votent, les racistes et les golfeurs aussi. Et vous, point d'interrogation, vérifiez votre situation électorale, on vote insoumis.fr. » Oui, vous avez bien entendu, les riches votent, les racistes et les golfeurs aussi. Un tweet qui a causé évidemment une réaction courroucée de la Fédération française de golf, dont voici un extrait, je cite à nouveau. Nous avons été surpris, et disons-le assez meurtris, de constater que vous assimiliez les joueurs de golf à des catégories de population que vous semblez ne pas tenir en grande estime. Nous faisons référence aux affiches qui portent le slogan « Les racistes votent, les riches votent, les golfeurs votent ». Vous semblez méconnaître la sociologie de notre sport, dont la pratique continue de se populariser et regroupe désormais plus de 600 000 joueurs en France, dont 446 000 sont licenciés auprès de la Fédération française de golf, c'est-à-dire que ça fait à peu près autant que le handball, sport populaire s'il en est. Alors, si on est riche, on est raciste et on est golfeur, selon Mathilde Panot, il n'est pas une fois, lorsqu'il y a un attentat islamiste, où les gens de LFI nous répètent pas d'amalgame, pas d'amalgame, pas d'amalgame. Est-ce que là, on n'est pas dans l'amalgame grossier? Ça veut dire quoi? Que tous les riches sont racistes? Et dans ces cas-là,
Jean-Luc Mélenchon, qui avait 1,4 million de patrimoine lors des dernières présidentielles, il est raciste ou pas? Et est-ce qu'il joue au golf? Ça, je sais pas. Parce que s'il est riche et joueur de golf, est-ce qu'il est automatiquement raciste? Vous voyez le délire du tweet de Mathilde Panot. Alors rappelons qu'il y a des racistes qui ne sont pas riches et qui ne jouent pas au golf, et des riches qui ne jouent pas au golf et qui ne sont pas racistes pour autant. C'est quoi cette chasse à l'homme? C'est indigne d'avoir réussi? C'est une tare de jouer au golf? Mathilde Panot a touché le fond du trou de golf. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Patricia Cass regarde les riches. D'après le journal L'Humanité, la moitié des ministres disposent d'un patrimoine de plus d'1 million d'euros. Mieux, un tiers du gouvernement pourrait être classé parmi les 1% des Français les plus riches. Alors, pourquoi s'en offusquer? S'ils ont de l'argent en l'ayant gagné honnêtement, tant mieux pour eux, évidemment, tant mieux pour eux. Mais il y a quand même une chose que je trouve un peu amusante. Parmi ces ministres, qui sont, on peut le dire, ce n'est pas un gros mot, riches, il y a pas mal d'anciens socialistes, tiens, comme je sais pas, Gabriel Attal, Stéphane Séjourné, Stanislas Guérini, des socialistes dont le leader de l'époque, François Hollande, disait qu'il n'aimait pas les riches qui gagnaient plus de 4 000 euros par mois. Manifestement, si Vespasien, l'empereur romain, disait « l'argent n'a pas d'odeur », l'argent n'a plus l'odeur nauséabonde qu'il avait en 2011, lorsque, pour ces mêmes socialistes ou ex-socialistes, lorsque François Mitterrand avait lancé sa campagne au Bourget en disant que son ennemi c'était la finance. On marque une courte pause, on se retrouve après les infos de 13h. On parlera d'intelligence artificielle avec pas un mais deux invités, Rafik Smati et Étienne de Roquigny, qui seront avec nous pour parler d'intelligence artificielle, les dangers ou pourquoi pas les progrès. A tout de suite sur Sud Radio, et puis vous, 0826 300 300 bien sûr, comme d'habitude. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h02 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face aujourd'hui. Philippe David, vous recevez quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio, Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France et surtout auteur de ce livre, Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'IA. C'est aux éditions Erol. Bonjour Rafik Smati. Bonjour Rafik Smati. On aura deux invités. Le second arrive dans quelques minutes. C'est d'un débat donc sur l'intelligence artificielle. Le second invité, ce sera Étienne de Roquigny, qui a écrit ce livre, Le sens de l'IA à l'école de Blaise Pascal, évidemment, entrepreneur. Et il est, vous êtes Rafik, entrepreneur du numérique et auteur du livre Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle de l'ère de l'IA, à l'ère de l'IA. Et Étienne de Roquigny est mathématicien et entrepreneur et conseil de dirigeant, fondateur de Blaise Pascal Advisors en anglais et du think tank Espérance et Algorithme. Alors, on va commencer tout d'abord l'IA, quand on est entrepreneur dans le numérique comme vous, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est et comment est-elle née ? L'intelligence artificielle, si vous voulez, depuis l'histoire des technologies, il y a un certain nombre de bons spectaculaires qui arrivent à un moment donné. L'invention de l'imprimerie, par exemple, a été à l'origine d'un bond spectaculaire dans la connaissance. Et un bond spectaculaire de civilisation, ça a permis la réforme protestante, etc. Exactement, et ça a permis, et ça a précédé d'ailleurs l'avènement de la Renaissance. Et on a évolué comme ça par un certain nombre de paliers. Il y a eu la première révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois que l'on est dans une révolution industrielle, elle est exponentiellement beaucoup plus spectaculaire que la précédente. Eh bien, la révolution de l'intelligence artificielle, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une révolution qui est en train de tout redéfinir, de tout emporter sur son passage. Je ne suis pas sûr que l'on mesure la portée de ce qui est en cours aujourd'hui. Moi, ce que je dis souvent, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui devrait faire la une de tous les JT. C'est un sujet majeur. Pourquoi ? Parce que ça va redéfinir notre rapport au travail. Est-ce que vous allez avoir des vagues de métiers qui vont disparaître ? Probablement oui, d'ailleurs. On va en parler d'ailleurs, notamment d'un rapport de Goldman Sachs. Mais absolument, où il prophétise, je crois, 300 millions d'emplois aux États-Unis et en Union européenne qui seront supprimés. Disparaître. Le Fonds monétaire international table sur 60% des emplois qui vont être impactés par l'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose quand même, enfin c'est pas un petit sujet, c'est énorme. 300 millions d'emplois entre l'Europe et les USA, c'est colossal. Mais c'est colossal. C'est un truc qui vous redéfinit une civilisation. Le rapport à l'éducation, le rapport à la santé. Prenons l'exemple du rapport à la santé. Je donne quelques arguments comme ça en vrac, on rentrera peut-être dans le détail plus tard. L'IA, c'est ce qui va vous permettre demain de créer des antibiotiques qui n'existent pas aujourd'hui extrêmement facilement. Mais c'est aussi
quelque chose qui, entre les mains de personnes malveillantes, vous permettra de créer des virus qui seront un fléau pour l'humanité. Et en fait, on est aujourd'hui dans ça. C'est-à-dire qu'on est en train de créer un outil qui peut potentiellement apporter plein de choses extraordinaires et qui peut potentiellement nous emmener à notre propre extinction. Et c'est ça l'enjeu qui est à l'œuvre aujourd'hui. L'IA, c'est la 4e révolution technologique ou industrielle ? Alors, il y a plusieurs écoles qui le définissent. Oui. Moi, je considère qu'on est en train de parler de la 4e révolution industrielle. La 2e révolution industrielle, c'était celle sous Napoléon III, celle qui avait vu la première, c'était la machine à vapeur. Exactement. À la fin du 18e. La 2e, c'est sous Napoléon III, la révolution du charbon. Voilà, et l'électricité, etc. Absolument. La 3e révolution industrielle, c'est celle de l'informatique. Et la 4e révolution industrielle, c'est la révolution de l'intelligence artificielle. Et moi, ce que je note, et c'est ce qu'il y a de très intéressant, c'est que il a fallu quelque part à peu près 20 ans entre la grande révolution de l'Internet grand public et la révolution de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle, elle a besoin d'une matière première. Et la matière première de l'intelligence artificielle, c'est la donnée. L'intelligence artificielle, elle se nourrit de textes, elle se nourrit d'images. Et donc la révolution de l'intelligence artificielle avait besoin d'un préalable. Et le préalable, c'était quoi ? C'était que des gens comme vous, des gens comme moi, utilisions Internet, utilisions les réseaux sociaux, produisons des contenus, postions nos photos de vacances sur les réseaux sociaux, tout ça pour alimenter la bête. Et en fait, il a fallu 20 ans entre l'avènement de l'Internet grand public, c'est-à-dire le moment où vous et moi, on a commencé à alimenter la bête, et l'avènement de l'intelligence artificielle. 20 ans, je le disais tout à l'heure, c'est le temps qu'il a fallu entre l'invention de l'imprimerie par Gutenberg et l'avènement de la Renaissance. Donc c'est ça aujourd'hui qui est en germe. Est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle Renaissance ? C'est l'idée que je porte, parce que je crois qu'il y a une question de volontarisme par rapport à tous ces sujets-là. Soit on subit la situation et on se prendra la révolution de plein face et on perdra, et ce sont les Chinois et les Américains qui gagneront, soit on se pose la question de... Je rappelle que nous, en Europe et en France, on a loupé la révolution de l'Internet, parce qu'on se croyait plus intelligent que le reste du monde avec nos Minitel. On a loupé la révolution... Le Minitel qui a inspiré les Américains, quand même, pour Internet. Bien sûr, mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle des ruptures technologiques. Et quand on veut s'accrocher à des choses qui vous renvoient au passé, à un moment donné, il faut être capable de repartir d'une page blanche. Et c'est ce qu'on n'a pas été capable de faire avec le Minitel, alors qu'on était en avance. Et ensuite, on a loupé la révolution des moteurs de recherche, on a loupé la révolution des réseaux sociaux. Là, on a la possibilité, là on a une nouvelle révolution qui est sous la main, on peut repartir à zéro, et donc il faut se poser les bonnes questions. Mais qu'est-ce que fait l'Union Européenne ? Il vous invente une loi, l'IA Act, pour réguler l'intelligence artificielle qui va tuer l'entrepreneuriat et tuer l'innovation. Et voilà la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Est-ce qu'on fait partie des gagnants de cette révolution industrielle ? Et on peut l'être en France, parce qu'on a des esprits mathématiciens brillants, on a des ingénieurs brillants. Ou est-ce qu'on va subir cette révolution ? Et là, ça sera autrement plus problématique que toutes les révolutions qu'on a loupées, celle de l'Internet, des moteurs de recherche, etc. Parce que là, il y aura des conséquences systémiques dans tous les domaines. Est-ce que la France est larguée sur l'IA aujourd'hui ? Non. Je pense que... Qui serait plutôt une bonne nouvelle, comme c'est vraiment l'avenir. Non, la France n'est pas larguée. Moi, je connais plein d'entrepreneurs. Vous avez une multitude de sociétés aujourd'hui qui se créent. On a même ce qu'on appelle des licornes, c'est-à-dire des très grosses sociétés qui peuvent potentiellement rivaliser avec ChatGPT, etc. Je pense par exemple à Mistral AI, et puis il y en a plein d'autres. Il y a aujourd'hui un tissu entrepreneurial en France et dans tous nos territoires, partout en France. En Provence, par exemple, il se passe des choses extraordinaires, en Bretagne aussi, etc. Il y a plein d'entrepreneurs qui sont sur le coup, et si on les laisse bosser, et si on est capable de les aider plutôt que de leur mettre un boulet au pied, comme on sait si bien le faire avec nos entrepreneurs depuis maintenant 40 ans, on peut faire des étincelles. Mais c'est maintenant que ça se joue. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de l'Union européenne et de l'IA Act. C'est-à-dire que plutôt que de se poser la question de savoir comment on va aider nos dizaines de milliers de petites entreprises, des start-up, des scientifiques qui ont plein d'idées, qui peuvent faire plein de choses. Comment on va les aider, comment on va les soutenir pour qu'ils soient meilleurs face à la Chine, face aux États-Unis, plutôt que d'être dans l'obsession de ça. Eh bien, on se pose la question de savoir comment on va réguler l'IA, comment on va mettre des barrières à l'entrée, pendant que ce qui va faire l'IA Act, c'est je sais pas combien de centaines de pages. Aujourd'hui, vous êtes un entrepreneur, vous voulez vous lancer dans l'IA, eh bien, il faut étudier ça. Voilà. Vous avez des questions à poser, appelez-nous au 0826 300 300 pour interroger nos invités. C'est Manu qui prendra vos appels, on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous nous faites vivre les matchs, la façon que vous les commentez, que ce soit la Pro D2 ou le Top 14, c'est que du bonheur. Voyez, il n'y a pas besoin d'y voir avec vous, c'est comme si on y était, quoi. Voilà. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio.
Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et on parle intelligence artificielle aujourd'hui en compagnie de Rafik Smati, entrepreneur du numérique et auteur du livre Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'IA, publié chez Erol, et Étienne de Rocquigny, mathématicien et entrepreneur, conseil de dirigeant, fondateur de Blaise Pascal Advisors et du think tank Espérance et Algorithme, qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Étienne de Rocquigny, bonjour Rafik. On va commencer avec vous. Quel est le rapport entre l'IA, parce que vous parlez également dans votre livre de la quantique, entre l'IA et la quantique? Alors, tout ça, d'une certaine manière, n'est pas la faute à Voltaire, mais un peu la faute à Pascal, si je peux me permettre. On va évoquer des grands génies français qui peuvent, aujourd'hui, dans les défis d'aujourd'hui, nous inspirer, les grands filles technologiques. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Il y a déjà, dans cette grande aventure technologique, des innovations mathématiques et informatiques radicales, dont Pascal a été d'une certaine manière le prophète, puisque Pascal invente les probabilités, l'algorithme récurrent, et construit le premier ordinateur. C'est une machine mécanique qui s'appelle la Pascaline. Et ces trois éléments vont se retrouver aujourd'hui, à la fois dans l'intelligence artificielle et dans le quantique. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle, en particulier ChatGPT, si ce n'est un gigantesque perroquet probabiliste qui compte à peu près le nombre de fois où vous avez dit tel et tel mot et qui va dire probablement c'est ça qui va suivre. Donc c'est un perroquet probabiliste récurrent, Pascal. Et qu'est-ce que l'informatique quantique, si ce n'est tirer dans les mystères de la matière microscopique aussi des phénomènes probabilistes qui vont permettre de calculer d'une manière très étrange et parfois plus vite. Donc voilà des caractéristiques mathématiques profondes qui unissent les deux. Après, il y a deux autres caractéristiques qui unissent les deux. C'est la rhétorique. Parce que, et beaucoup de gens l'ont compris, en particulier Pascal, qu'est-ce qui mène le monde? C'est la rhétorique. C'est pas la raison qui mène le monde, c'est la rhétorique. Et derrière l'intelligence artificielle, c'est une merveille de rhétorique. On vous fait croire à des choses qui sont intelligentes artificielles, c'est deux choses qui sont contradictoires, on ne comprend pas, mais on se dit c'est génial, et quand vous voulez lever des milliards, il faut faire rêver, donc il faut faire croire à des choses absolument exceptionnelles, et c'est la même chose sur le quantique. On vous dit que le quantique, en allant dans les mystères de matière, va nous faire des sauts dans les choses totalement irréalistes. Il y a également une inflation rhétorique qui est de bonne guerre, parce que tout ça consomme beaucoup de milliards, que vous soyez Elon Musk, vous leviez de l'argent privé, il faut emmener les gens sur Mars, que vous appeliez Macron ou la Commission européenne, il faut lever de l'argent public, il faut également faire rêver. Donc voilà, toutes les deux, ce sont des grandes inflations rhétoriques. Ce sont des inflations rhétoriques, le quantique et l'IA? La quantique, pardon, et l'IA? Je comprends les propos qui sont sous-jacents. Derrière chaque révolution, vous avez un effet de bulle. Moi, vous savez, je suis un entrepreneur du numérique. J'ai créé ma société Internet en 1998. J'ai connu la bulle Internet de 2000 et de 2001. Donc évidemment, il y a une inflation rhétorique. Vous avez n'importe qui écrit n'importe quoi et qui lève des fonds sur la base de projets qui sont extrêmement scabreux. Mais là, on est dans la première étape du cycle de la rupture technologique. Et aujourd'hui, on en est peut-être là dans ChatGPT. Il n'y a pas un seul business plan qui tourne aujourd'hui dans l'écosystème numérique français. Vous n'avez pas le mot intelligence artificielle. Aujourd'hui, si vous voulez vous lancer et aller chercher des fonds, vous devez avoir quelque part un chapitre, au moins un paragraphe intelligence artificielle. Donc oui, il y a de l'inflation. Sauf que cette inflation ne doit pas faire oublier la véritable révolution qui est en germe et qui, elle, est inéluctable et irréversible. Cette révolution qui fait que l'intelligence artificielle va impacter nos vies, va impacter notre rapport au travail, va impacter notre rapport à l'éducation, va impacter notre rapport à la gestion des flux logistiques dans une entreprise, va être probablement à l'origine d'un bond spectaculaire dans l'espérance de vie et dans la productivité au travail. Tout ça, c'est une réalité et il n'y a pas d'inflation. Je crois que considérer que tout ça n'est qu'une bulle, vous avez employé un terme qui m'a interpellé et qui avait d'ailleurs été utilisé par le ministre délégué au numérique, c'est le thème de perroquet conversationnel. et je n'adhère pas du tout à ce terme. Pourquoi? Parce que ce terme, par son côté un peu fun, léger, tend à discréditer ce qu'est l'intelligence artificielle. Il laisserait sous-entendre que l'intelligence artificielle n'est qu'un perroquet, sous-entendu quelqu'un qui n'a pas d'intelligence.
évidemment, et encore heureux que l'intelligence artificielle n'a pas l'intelligence de vous et moi, et n'a pas ce qu'on en appelle le propre de l'homme. Mais utiliser des formules telles que celle-ci, qui, quelque part, discrédite ce qu'est l'intelligence artificielle, risque, et je pense que nous avons une responsabilité quand nous avons un micro comme ça, risque de détourner l'attention de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous lisent, d'un sujet qui est majeur, et qui, si on ne le prend pas à bras-le-corps, nous coûtera très cher. Mais justement, une question. L'IA, est-ce qu'elle va rentrer dans tous les secteurs de la vie économique, voire dans tous les secteurs de la vie tout court ? C'est-à-dire la vie de tous les jours, même pas seulement économique, quoi. Vous aimez la musique, vous voulez composer une musique, vous appuyez sur un bouton et votre téléphone vous fait une mélodie, je sais pas, par exemple. Alors, elle le fait déjà, et depuis bien longtemps. Et là, je rejoins Rafik, c'est qu'effectivement, je disais de manière un peu provocante, mais ça n'est pas que provocant, qu'il faut perdre l'illusion rhétorique pour rentrer dans la réalité économique. Et qu'est-ce que c'est que la réalité économique ? Je préférais parler d'automatisation récursive ou d'automatisation apprenante, bref, des machines qui sont incroyablement efficaces à automatiser. Et ça, il y a une rationalité économique qui est très forte, il y a même une rationalité anthropologique. Nous sommes tous des paresseux, et nous sommes tous... Même si nous sommes travailleux, nous sommes sous le registre de l'efficacité. Qui que vous soyez épicier, ministre, prêtre, imam, rabbin ou mère de famille, vous avez un besoin d'efficacité. Et donc cette logique anthropologique et derrière économique d'optimisation des ressources ouvre le boulevard à des machines qui automatisent, et ça se fait depuis bien longtemps. Ça fait très longtemps que dans la prévision météo, il y a des automates qu'on appellerait aujourd'hui de l'intelligence artificielle, qui sont en fait des algorithmes apprenants, et tout ça est très utile. Ou dans l'industrie, ça fait 40 ans que les robots, les soudeurs ont été remplacés par des robots à souder, voilà, pour 90% des soudures automobiles. Voilà, donc ça fait très longtemps, et effectivement... Ça va rentrer. Mais là où c'est très important pour moi de démasquer l'illusion rhétorique, c'est qu'il faut bien comprendre que la question n'est pas celle de l'intelligence. La question est celle de l'efficacité pour servir un but. L'efficacité pour servir des économies, l'efficacité pour servir la décarbonation et bien d'autres. Et je suis entre autres cofondateur d'une entreprise qui fait de la décarbonation, qui pourrait décarboner ce bâtiment, puisqu'on travaille sur le tertiaire, avec du solaire, de la géothermie, de l'intelligence artificielle. Et Dieu sait qu'il y a des pertes d'efficacité qui sont considérables dans l'énergie. On balance des calories toute la journée dont on n'a pas besoin, et on a bien besoin d'avoir des automates pour, à notre place, vérifier que quand on quitte la salle de réunion ou le studio de radio, on cesse de chauffer. Donc bien sûr, il y a des bénéfices. Nous, c'est automatique. Et c'est ça, voilà, c'est ça, ce dans quoi il faut rentrer, c'est dans une lucidité économique et anthropologique qui est de dire comment est-ce que ces algorithmes, je vais le mettre au service de ce que je veux, et sans rentrer dans ce piège qui alimente des peurs, qui est de dire oulala, mais ces choses sont intelligentes, Valbonne. En fait, d'ailleurs, il est coutume de dire que ce ne sont pas les machines qui vont prendre notre place, ce sont plutôt les personnes qui vont posséder les machines, ou disons, les personnes qui se serviront mieux que vous des machines. Ce sont celles-là qui vont prendre votre place. En réalité, comme ça s'est d'ailleurs passé dans l'histoire, avec toutes les révolutions, le métier à tisser, etc. Alors, parlons d'une chose. Il y a un mot anglais, le FOBO, Fear of being obsolete. Vous me passerez l'accent. La peur de devenir obsolète. Est-ce que l'humain va devenir obsolète, ou certains humains, en fonction de leur QI, etc., avec l'intelligence artificielle? Rafik Smati. Cette question est fondamentale. Et j'ai souvent des bonnes questions. Et si en plus vous dites qu'elles sont fondamentales, alors en l'occurrence, je vous serez réinvité. Et cette question pose avec une plus grande acuité encore la question de l'éducation. Vous avez évoqué un mot qui est très intéressant, sur lequel je vais rebondir, sur le côté paresse. C'est-à-dire que tout cela peut nous entraîner à une certaine paresse. Et il y a un risque réel avec l'intelligence artificielle, c'est que demain, nos enfants, après tout, vous entrez dans le ChatGPT aujourd'hui, et puis dans les intelligences artificielles de demain qui seront beaucoup plus perfectionnées. Ça vous écrit tous les textes que vous voulez, ça vous donne accès à toute la connaissance que vous voulez, et donc très logiquement, nos enfants demain pourraient se dire: à quoi sert l'école, puisque j'ai accès à toute la connaissance du monde, et on peut faire une rédaction, on peut faire toutes les traductions que je veux, etc., instantanément. Et là où on en arrive à la question de l'obsolescence dont vous parlez, c'est que c'est l'obsolescence programmée de l'humain après l'obsolescence programmée des produits manufacturés. Non, mais il faut bien comprendre une chose qui est pour moi le sujet cardinal de cette révolution de l'intelligence artificielle jusqu'à aujourd'hui encore.
Nous vivons dans un monde où les humains sont en compétition avec les humains. Quand vous voulez faire des études supérieures, vous passez un concours, et un concours, vous êtes en compétition avec vos semblables. Moi, j'élève mes enfants dans l'idée qu'ils puissent un jour faire des grandes écoles, et donc je leur insuffle un certain esprit de compétition pour qu'ils soient meilleurs que les autres. Sauf que tout ça, c'est bientôt fini. Parce que la vraie compétition, l'objectif demain, ça ne sera pas pour nos enfants et nos petits-enfants d'être en compétition les uns avec les autres. Ils seront en compétition avec les intelligences artificielles. Nous entrons dans un monde aujourd'hui où l'être humain et les générations qui viennent vont entrer en compétition avec les intelligences artificielles. Je crois qu'on ne mesure pas le changement de paradigme que cela représente. Et être en compétition avec l'intelligence artificielle, cela pose la question de l'école. Qu'est-ce que l'on va transmettre comme connaissance à nos enfants? Est-ce qu'on va avoir une approche de l'enseignement où on veut tout leur apprendre, ou est-ce que l'on va cibler sur un certain nombre de disciplines? Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que dans ce nouveau monde qui vient, si on veut apprendre à nos enfants à être en compétition avec les intelligences artificielles, il faut être capable de leur transmettre deux choses. D'abord, une capacité de modélisation de la complexité. Appréhender la complexité. Eh bien ça passe par quoi ? Ça passe par les mathématiques. Les mathématiques qui vous permettent de construire un monde à n dimensions et de modéliser cette complexité. Nous avons besoin de faire des génies en mathématiques si nous voulons qu'ils soient efficaces dans la bataille de l'IA. Et deuxièmement, l'interface avec l'IA aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le prompting, c'est savoir rédiger les bonnes requêtes pour que l'intelligence artificielle puisse l'exécuter. Eh bien, ça oblige de pouvoir modéliser sa pensée, de pouvoir bien l'exprimer, et ça veut dire savoir bien parler français. Et donc, quelque part, on en revient à des fondamentaux. On a beau parler de l'IA, on a beau parler d'hommes augmentés, de sociétés qui est en train de changer. Il faut plus que jamais, les savoirs fondamentaux que sont les mathématiques, que sont le français et par extension les langues anciennes qui permettent de comprendre la manière dont sont constituées les phrases, ça devient ça devrait être au cœur de l'enseignement moderne du 21e siècle et du 22e siècle. Tout le reste n'est que littérature. Bien sûr, il faut de la culture générale, bien sûr, il faut tout le reste. Mais si vous ne maîtrisez pas les maths et si vous ne maîtrisez pas la capacité de formaliser votre pensée, eh bien vous serez complètement largué. Voilà aujourd'hui le monde dans lequel on rentre. Étienne de Roquigny, on a peur de devenir obsolète, la FOMO en anglais, on va être obsolète si on maîtrise pas au moins le français et les mathématiques, c'est bien ça ? Alors, je vais répondre un peu différent. Évidemment, je ne peux pas être en désaccord avec ce qu'on vient de dire, puisque qu'est-ce que ChatGPT, sinon une mathématisation du verbe? Donc, on est à mi-chemin entre les maths et le français. Si je veux maîtriser ChatGPT et pas le subir, on est entre le bac L et le bac S, quoi. Voilà, c'est ça. Et Pascal et prix Nobel de littérature et médaille Fields à l'époque. Donc, on est sur ce terrain-là. Néanmoins, pour moi, le plus important est ailleurs. Le vrai danger pour moi dans cette évolution, je préfère parler d'évolution que de révolution, parce que derrière la révolution dans la culture française, il y a toujours une espèce de teinture messianique où on imagine que voilà, les lendemains chanteront, et l'histoire même récente avec les révolutions arabes nous apprend à être un petit peu circonspect sur l'avenir. Mais je ne vais pas arguer sur la sémantique, mais plutôt sur ce qui se cache derrière. Pour moi, là où je suis entièrement d'accord avec vous, là où il y a un défi d'éducation énorme, j'ai été enseignant, c'est le sujet du libre arbitre. Parce que finalement, si moi je creuse, ce qui fait la différence ultime et qui fait que je ne serai pas ou je serai obsolète face aux machines, c'est ma liberté. Et la liberté est une maîtresse bien terrible que l'on désire, mais qui est difficile à vivre avec. Et donc, on a tous tendance à renoncer à notre liberté parce que c'est fatigant, la liberté. Et donc, pour moi, dans l'éducation de mes enfants, mais aussi dans l'éducation des élèves, la liberté est fondamentale. Et qu'est-ce que ça veut dire la liberté? Qu'est-ce que ça veut dire exercer le libre arbitre? Ça veut dire d'abord comprendre effectivement les mathématiques, mais comprendre aussi l'épistémologie. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle? Qu'est-ce que c'est que la réalité? Et où est-ce qu'une machine va se tromper? Parce qu'en réalité, une machine ne fait que reproduire une certaine vision limitée du réel. Donc, et ça se forge avec un esprit critique qui est essentiel et qui est menacé par des bien grandes choses, pas tellement par la machine, mais par les hommes. Car quel magnifique prétexte pour les totalitaires d'aujourd'hui que de dire c'est grâce à l'IA, c'est à cause de l'IA, machin, et on fait passer derrière la maîtrise de la vérité. Et c'est d'ailleurs un certain nombre de personnes dans la Silicon Valley ont cet objectif-là d'imposer leur vision anthropologique avec une censure des bases de données sur lesquelles j'apprends ChatGPT. Vous pouvez vous rendre compte assez vite si vous tapez des prompts que l'information effectivement derrière n'est pas tout à fait au hasard. Et c'est ça pour moi qui se cache derrière, c'est le fait de renoncer à la quête de la vérité en étant abruti par des algorithmes qui pensent à notre place et du coup, de ce point de vue-là, effectivement, devenir obsolète.
On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On continue cette discussion passionnante sur l'intelligence artificielle avec Rafik Smati et Étienne de Roquigny. Puis avec vous, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Philippe David. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Avec nos invités du jour pour ce débat passionnant sur l'IA, vous voulez poser des questions à nos invités. Vous pouvez évidemment nous appeler au 0826 300 300. Étienne de Roquigny, mathématicien et entrepreneur, conseil de dirigeant, fondateur de Blaise Pascal Advisors et du think tank Espérance et Algorithme, et auteur de donc ce livre, Le sens de l'IA, à l'école de Pascal Entrepreneur, et Rafik Smati, entrepreneur du numérique, auteur du livre Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'IA. Ça fait peur, l'IA, puisque en mars 2023, un rapport de la banque Goldman Sachs a évalué qu'un quart du travail, on a parlé brièvement tout à l'heure, effectué par des humains, pourrait être fait par l'intelligence artificielle, avec pour conséquence la perte de 300 millions d'emplois aux États-Unis et dans l'Union européenne. Quels sont les emplois qui risquent d'être le plus touchés, Rafik Smati, pour vous ? Vous savez, la deuxième révolution industrielle et la troisième ont été très dures pour ce qu'on appelle l'école bleue, c'est-à-dire tous les emplois industriels. Là, ce qui va se passer cette fois-ci, et c'est la raison pour laquelle on va le prendre de plein fouet, c'est que c'est une révolution qui va toucher avant tout les cols blancs. Toutes les professions intermédiaires, du secrétaire au comptable, en passant par le responsable marketing, par le traducteur, par tous les métiers en col blanc seront impactés. Pour être plus précis, 60% selon le Fonds monétaire international seront impactés par la révolution de l'intelligence artificielle. Alors, il ne faut pas forcément paniquer. Il faut avoir conscience d'une chose, c'est que dans le cours de l'humanité, à chaque fois que vous avez une révolution de rupture comme ça, c'est ce qu'on appelle de la destruction créatrice, c'est-à-dire que vous avez une première partie... La théorie de Schumpeter. Exactement. Vous avez une première partie qui détruit et vous avez une seconde partie, à condition que l'on a été capable de monter dans le train, qui crée et qui crée encore plus. Et d'ailleurs, sur un autre registre, vous observerez quelque chose qui est a priori contre-intuitif, mais qui est prouvé, c'est que les pays qui ont le taux de robotisation le plus important sont les pays qui ont le taux de chômage le plus faible. C'est en particulier l'Allemagne qui a beaucoup de robots dans son industrie. L'Allemagne ou d'autres pays asiatiques, on pourrait parler de la Corée du Sud, etc. Et donc ça, c'est une réalité. Donc sur le long terme, on peut raisonnablement imaginer que l'intelligence artificielle, à condition, et la condition que je pose là est extrêmement importante, à condition qu'on ne la subisse pas et à condition qu'on décide d'en faire un sujet central et qu'on la dompte et qu'on en fasse une industrie d'excellence à la française et à l'européenne en général, si on est capable de faire ça sur le long terme, eh bien ça réglera bien des problèmes. Mais il y aura une période de transition, et je veux le dire à vos auditeurs, parce que nous avons tous un devoir d'honnêteté, une période de transition qui sera difficile. Vous allez avoir, dans les années qui viennent, dans les pays occidentaux, en cumulé, des millions de personnes qui vont perdre leur job en matière d'intelligence artificielle. Ensuite, l'enjeu qui est le nôtre collectivement, c'est de faire en sorte que, je vais vous parler en tant que chef d'entreprise. En tant que chef d'entreprise, moi je ne me pose pas la question de savoir est-ce que l'IA va pouvoir remplacer tel ou tel salarié. En termes de chef d'entreprise, je me pose la question différemment. Je me dis comment l'IA va me permettre d'aller sur des terrains dans lesquels je ne serais pas allé si elle n'était pas là. Et j'ai un exemple très simple, très concret à vous donner. J'ai lancé une activité il y a quelques semaines en Allemagne, qui est l'équivalent de ce que je fais en France. Une activité en Allemagne que j'ai lancée grâce à l'IA, parce que l'IA me permet de rédiger des bons textes, parce que l'IA me permet de gérer un service client, notamment par mail, parce que l'IA me permet de faire des traductions qui ne sont pas des traductions littérales, mais des traductions intelligentes. Eh bien, j'ai lancé une activité en Allemagne. Donc moi, PME française, je me déploie dans un pays dans lequel je n'avais pas l'intention de me déployer grâce à l'IA. Donc vous avez deux manières d'appréhender le sujet. Soit vous vous dites, en termes de productivité,
on va pouvoir faire des choses géniales et ça va renforcer notre capacité de conquête. Moi, en tant que patron de PME, c'est comme ça que je l'entends, et en tant que penseur de l'avenir à travers le nouveau temps, c'est aussi comme ça que je le conçois, c'est-à-dire comment on va pouvoir collectivement être acteur, partie prenante de cet avenir. Maintenant, si on est en mode gestion de pénurie, comme on l'est dans les pays occidentaux, je vais employer un terme un peu trivial, si on se comporte comme des losers, en considérant que c'était mieux avant, que l'avenir est incertain et que le pire est devant nous. Si on est habité par ça, évidemment, on échouera. Et évidemment, vous aurez plein de personnes qui seront sur les carreaux. Soyons conquérants, soyons visionnaires. Considérons que ça va être très difficile. Ça va être très difficile. On a le monde entier qui est contre nous. On est dans une compétition planétaire. Vous avez les Chinois et les Américains qui nous dominent. Mais nous, on a des idées, on a de la matière grise et on a des compétences, on a des ingénieurs, on a des mathématiciens, on a un esprit entrepreneurial, 1 million de créations d'entreprises chaque année en France. Il se crée plus d'entreprises en France qu'aux États-Unis. On a ça chez nous. Alors, je m'adresse à la puissance publique, qu'elle soit à Bruxelles ou à Paris. Laissez nos entrepreneurs bosser. Laissez-les créer de la valeur. Ne les plombez pas avec des rigidités, des actes, IA Act, etc., qui vont faire en sorte que les barrières à l'entrée seront de plus en plus importantes. Laissez les entrepreneurs bosser et faites-leur confiance. Si vous laissez les entrepreneurs de notre pays et de notre continent bosser, eh bien, on est capable d'embrasser cette révolution et les conséquences sur l'économie et sur l'emploi seront vertueuses et positives. Étienne de Roquigny, vous êtes aussi optimiste que ça, parce qu'il va y avoir des temps durs, Dixit. Je l'ai dit. Alors, oui. Je n'emploierai pas le terme d'optimiste. En revanche, je suis tout à fait aussi proactif que Rafik, et je pense qu'il y a un énorme sujet entrepreneurial et que l'intelligence artificielle est une magnifique opportunité de s'aventurer en prenant de justes risques. Mais je voudrais revenir un petit peu sur le sujet de l'emploi, en apportant un tout petit peu de recul historique, parce que le fait que l'automatisation détruise de l'emploi, en réalité, on s'est toujours trompé. Et on peut ressortir une étude de 2014 qui a été faite par Oxford, dans laquelle on disait en 2014 que dans les 10 ans à venir, il y aurait 47% des métiers qui disparaîtraient, 47% d'emplois en moins. 10 ans plus tard, en réalité, s'il y a un problème d'emploi, c'est plutôt lié aux circonvolutions autour de la crise de l'Ukraine, de l'évolution des prix de l'énergie dans certains pays, mais en tout cas aux États-Unis, il y a un manque, une pénurie d'emplois dans l'industrie. Enfin, donc en réalité, la prévision économétrique sur le remplacement par l'IA, qui date de 2014, c'était pas l'IA générative, c'était l'IA d'avant, elle s'est avérée fausse. Et c'est pas la seule fois dans l'histoire où, en réalité, on surestime la rapidité des changements. Pourquoi ? Parce que, et je pense que comme chef d'entreprise, on a l'habitude, le management du changement, c'est long. C'est long parce que toute personne humaine a besoin de se retrouver dans des réflexes, des automatismes, et c'est difficile de changer pour tout le monde. Même dans les continents les plus innovants, c'est difficile de bouger. Et donc ça prend du temps. Ce qui veut dire que, là où je suis d'accord avec Rafik, il va y avoir à moyen terme une très grande impact sur le travail. Néanmoins, il ne faut pas surestimer sa rapidité, et c'est une bonne nouvelle. Parce que pendant ce temps qu'il va falloir pour effectivement que l'IA rentre dans les process et change les procédures, on a le temps de construire des plus belles entreprises, de créer de l'emploi, et c'est ça qu'il faut faire. Et d'ailleurs, dans mon livre, je parle de Pascal, que peu de gens savent avoir été un serial entrepreneur incroyable. Pascal va consacrer les derniers mois de sa vie, alors même qu'il est prix Nobel de littérature, qu'il est médaille Fields, qu'il aurait pu se reposer sur ses lauriers. Prix Nobel et médaille Fields de l'époque, hein, évidemment, qui n'était pas créé. Hein. Voilà, il va investir toutes ses ressources, toute sa fortune et sa santé dans la création du Blablacar de l'époque, avec des carrosses. Et pourquoi fait-il ça ? Parce que Pascal nous dit, face à un monde incertain, il faut redoubler d'audace, il faut rentrer dans l'aventure technologique, et il faut rentrer dans l'aventure technologique pour servir le bien commun. Et Pascal va en faire un objectif en disant, j'ai un talent, moi, d'ingénieur, de mathématicien, qu'est-ce que j'en fais ? Si je ne m'en sers pas pour aider les gens, à l'époque, il y a une famine terrible, désordre climatique, ça nous rappelle un peu des souvenirs aujourd'hui, oui. Il se dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? L'État ne fait rien, le roi ne fait rien, moi, je peux créer de la richesse, j'y vais. Et donc, je pense qu'il faut absolument aujourd'hui prendre à bras-le-corps tout ce qu'on a, sortir de cette mentalité de rentier à la française où j'ai peur de tout et derrière ça je me cache dans la paresse, et prendre effectivement l'IA à bras-le-corps comme le font sur d'autres longitudes, et créer des nouvelles entreprises. Mais en vous entendant tous les deux, j'ai l'impression que l'avenir est aux ingénieurs et aux mathématiciens, c'est ça ou pas ?
Si vous me demandez de répondre par un mot, je vous répondrai oui, évidemment. Donc vaut mieux pas être littéraire aujourd'hui. Non, mais c'était une boutade. Non, je crois que l'enjeu, parce qu'il faut pas être binaire, c'est pas les littéraires contre les ingénieurs et les mathématiciens. L'enjeu aujourd'hui qui est le nôtre vis-à-vis des générations à venir, c'est d'insuffler une culture scientifique et une culture mathématique aux générations qui viennent, et y compris ceux qui ont évidemment une affinité plus littéraire. Et c'est très bien que vous ayez des personnes qui soient plus littéraires que d'autres. Mais dire que les mathématiques, que les sciences doivent être érigées en cause nationale, c'est l'idée que je défends, c'est pour moi un marqueur civilisationnel majeur. Les mathématiques ont été sacrifiées, les parents pauvres de l'éducation de nos enfants depuis maintenant 30 ans. Il y a une prise de conscience aujourd'hui qui a lieu sur ce terrain-là. Je pense qu'il ne s'agit pas seulement de revenir au niveau, il s'agit de se donner l'objectif de l'excellence. Pardon d'utiliser un terme qui a été galvaudé depuis la Mitterrandie. Il y a du boulot pour Madame Belloubet alors. Hein. Mais c'est pour moi aujourd'hui. Quand on voit PISA et Teams, les classements internationaux. Vous voyez, pour moi aujourd'hui, l'éducation nationale, et d'ailleurs c'est un élément que j'évoque longuement dans le Nouveau Temps, l'éducation nationale, c'est la politique publique de long terme et prioritaire par excellence. Jusqu'à présent, l'éducation nationale, d'ailleurs, c'était quelque chose qui n'intéressait personne, c'était secondaire. Non, on est en train là de fabriquer de la manière dont on va aborder les questions et les enjeux d'éducation, on saura si notre pays, notre société, notre continent, notre civilisation pourra embrasser l'avenir ou non. Enfin, c'est quand même pas un petit sujet. Vous qui êtes mathématicien, l'avenir est bien aux mathématiciens. Vous êtes certain de ça aussi ? Pas uniquement. En réalité, si on remonte dans l'histoire, on vous dira que les mathématiques sont une branche de la philosophie, par la logique. Et je dis pas ça uniquement pour donner... Pour rassurer ceux qui sont bons en philo. Non, je dis ça parce qu'en réalité, le plus important, j'y reviens, c'est d'être dans une sorte de nouvel humanisme dans lequel je fais bon usage de ma liberté. Et faire bon usage de ma liberté pour, à l'époque des machines, effectivement servir le bien commun en prenant des risques, ça suppose bien sûr de maîtriser les outils techniques. Et donc, il faut faire des maths, il faut faire de l'informatique. Mais il faut aussi savoir réfléchir. Et savoir réfléchir, c'est de la philo, de l'anthropologie, de l'épistémologie, disons ce qu'on appelait autrefois les humanités. Et donc pour moi, c'est cette éducation intégrale qu'il faut. Parce que l'éducation dans laquelle il n'y aurait que l'ingénierie et les maths, ça s'appelle un peu le projet du Parti communiste chinois. Ça s'appelle le projet d'une société totalitaire qui va former des gens à construire des machines pour embrigader d'autres. Alors je dis ça, mais j'aime beaucoup le chinois, j'ai des amis chinois, et je souhaite de tout mon cœur que l'évolution du continent chinois reçoive. Voilà. Mais je pense qu'il y a quand même, et il y a quelque chose dans la culture française et européenne qui va chercher dans les racines grecques et qui est la formation de l'esprit, la formation humaine de l'esprit. Et je pense que d'une certaine manière, on pourrait dire qu'on est dans une nouvelle renaissance, et c'est à tout ça qu'il faut former les personnes. L'ingénierie et les maths, oui, mais également la philo. Qu'est-ce que c'est qu'une personne humaine? L'anthropologie, l'épistémologie. Qu'est-ce que c'est que la différence entre la science, la réalité? Qu'est-ce que c'est que la liberté? Et avec tout ça, je me mets en mouvement pour servir les autres. Et en prenant garde de ne pas tomber dans les fausses bonnes idées qui consistent à dire, par exemple, on va apprendre du code à nos enfants. Ça, c'est l'exemple typique de la fausse bonne idée, parce que le code, l'IA sera capable de coder. Moi, je préfère que nos enfants soient bien câblés intellectuellement pour pouvoir parler aux IA, plutôt qu'apprendre un langage de programmation qui n'existera plus dans 10 ans. Vous êtes bien sur Sud Radio, Berkov dans tous ses états avec nos invités, et si vous avez des questions... 0826 300 300 comme d'habitude. Oui, vous qui n'êtes pas encore des machines, appelez-nous. 0826 300 300. Les intelligences ne sont pas artificielles, elles sont de vraies intelligences naturelles avec nous. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Philippe David. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. 13h46 sur Sud Radio, on continue de parler d'intelligence artificielle avec Rafik Smati et Étienne de Rocchini, et nous avons Marie-France au standard. Bonjour Marie-France. Bonjour. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Oui, j'interviens plus simplement, mais voilà, j'écoutais le professeur Maffezoli il n'y a pas si longtemps sur votre chaîne, et il disait une chose qui me semble très importante. Aujourd'hui, le savoir,
on n'a plus besoin d'y attacher la même importance qu'il y a un certain temps. Les machines vont être capables, et elles le sont déjà, de nous fournir le savoir. Par contre, ce qui est important, c'est la connaissance. Et cette connaissance, elle ne pourra pas être donnée par une machine aussi développée, aussi compétente qu'elle soit. Ça n'est pas possible. Le professeur Maffezoli et moi derrière, très modestement, je me dis bien dans les temps qui viennent, où on ira vers la connaissance initiatique, ou alors on va très très mal évoluer. On voit déjà les enfants qui sont perturbés, les adolescents qui ne savent plus où aller, comment se diriger, comment faire face aux grandes questions de la vie qui se posent à eux à ce moment-là. On ne les forme pas. Alors effectivement, il faut commencer par la liberté, l'égalité, la fraternité. Voilà les axes importants à développer, et pas le chat GPT. C'est pas l'urgence. C'est intéressant bien sûr, mais c'est pas l'urgence. Aujourd'hui, il y a urgence. Les enfants vont mal. Si les adultes n'en prennent pas conscience, je ne sais pas comment ça peut évoluer. Alors Marie-France, on va demander à nos invités, je vais leur demander à chacun une réaction rapide parce qu'il y a beaucoup d'appels au 0826 300 300. Rafik Smati pour répondre à Marie-France qui nous appelait de Bretagne. Ce que dit Marie-France, et je pense partagé par beaucoup de monde dans notre pays, ce qui fait aujourd'hui que nos enfants vont mal et que les jeunes vont mal, je ne crois pas que ça soit lié de près ou de loin à l'intelligence artificielle, c'est que nous sommes en panne d'avenir. Si vous voulez être épanoui aujourd'hui, il faut que vous puissiez vous dire que nous faisons tous partie d'une aventure collective qui nous mène haut et loin, ce qu'aujourd'hui on n'est pas capable de transmettre. Moi, je porte l'idée que la révolution technologique et que le nouveau monde que l'on peut façonner, cette nouvelle renaissance, parce que c'est de ça dont il s'agit, peut être porteur d'un nouvel idéal qui peut embarquer toute la jeunesse avec elle. Étienne de Roquigny, une réaction rapide à Marie-France. Oui, moi je pense que l'essentiel c'est de remettre du cœur à l'ouvrage. Et pour reprendre Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne peut connaître. Il y a chez Pascal cette idée qu'il n'y a pas que l'esprit, il n'y a pas que, comme vous dites, le savoir, il y a aussi le cœur. Et en réalité, l'humanité se joue dans l'association des deux, la liberté, la volonté, l'avenir. Je suis tout à fait d'accord avec Rafik. Je pense que la grande détresse de la France, à la différence d'autres longitudes, c'est qu'on n'a plus cette projection désirée vers l'avenir. On n'a plus le cœur à l'ouvrage. Et donc c'est ça qu'il faut créer et les enfants en débordent du cœur à l'ouvrage. Et il faut les nourrir. Il faut nourrir l'esprit et le cœur pour que demain, voilà, ils inventent un monde qu'on ne connaît pas. On remercie Marie-France et Merci Marie-France. Aurélien qui nous appelle depuis le Bordeaux en Gironde. Bonjour Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour messieurs, voilà, alors j'ai pris moi l'émission en cours de route et donc j'ai écouté parce que c'est toujours très intéressant ce qui se passe sur Sud Radio. Merci. Et alors je ne sais plus qui a dit par rapport à l'IA qui allait finalement, la transition allait quand même faire des dégâts. C'était Rafik Smati et ça a été confirmé par Étienne de Roquigny, donc tout le monde était d'accord. Voilà. Donc après, en cas de conscience, les gens qui vont à un moment donné ne pas pouvoir, réaliser leur vie, qui vont être dans ce cas de figure, ça vous pose pas un cas de conscience ? Alors ça c'est une vraie question, ça c'est un sujet philosophique. Est-ce qu'il y a des gens qui vont devenir inemployables, Rafik Smati ? Hélas oui. Et ça, là, ça pose un cas de conscience. Et dire le contraire serait évidemment mentir. Évidemment que des gens vont se retrouver sur le carreau. Et ensuite, la question qui se pose, et c'est là où il faut faire preuve de discernement, parce que l'époque que nous traversons est porteuse à la fois du meilleur et à la fois du pire. Il faut en avoir conscience. C'est que c'est que le déni, en revanche, n'est pas une option. C'est-à-dire que dire on ne va pas embrasser la révolution de l'IA pour éviter que ce scénario arrive, c'est-à-dire que pour que des gens se retrouvent sur le carreau n'arrive, ça ne marchera pas. Au contraire, on ne fera qu'alimenter le problème et on sera des suiveurs plutôt que des gens qui vont piloter cette bataille. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé cette émission en disant que le sujet de l'intelligence artificielle devrait faire aujourd'hui la une de tous les JT, tellement ça va avoir un impact sur nos vies. Et moi, j'appelle de mes vœux, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit Le Nouveau Temps, que chacun, à la place qui est la sienne, quel que soit son niveau social, quel que soit son âge, décide de comprendre les mécanismes qui sont à l'œuvre pour, à la place qui est la sienne, en tirer profit. C'est extrêmement difficile, mais nous n'avons pas le choix. Étienne de Roquigny, gros dégâts sociaux à venir, certains vont être inemployables, pour répondre à Aurélien.
Je ne répondrai pas de la même manière. Je pense que si les gens ne sont pas inemployables, et effectivement, il y a toujours eu des dégâts sociaux, il y en aura toujours, ça n'est pas la faute aux machines. Et qu'en réalité, il y a une très grande adaptabilité de la personne humaine, toute personne humaine, et j'en ai des exemples, puisque dans des entreprises que j'accompagne, on a même embauché des gens qui venaient de la rue, qui n'avaient pas travaillé pendant 10 ans. Donc on est tout à fait... La personne humaine est fondamentalement adaptable, et en réalité, si on est capable, mais parfois ça prend des années, de donner du cœur à l'ouvrage, on peut employer tout le monde. Et je pense qu'hélas, si on ne va pas employer tout le monde, et on n'emploiera pas tout le monde, encore une fois, ça n'est pas la faute aux machines, c'est plutôt une résistance au changement d'un pays rentier vieillissant qui n'accepte plus de remettre en cause des structures sociales et politiques qui sont totalement obsolètes. C'est pas la faute aux machines, les machines seraient un prétexte idéal pour ne rien faire. Merci Aurélien. Merci Aurélien. On a Julien qui nous appelle depuis Marseille. Bonjour Julien. Bonsoir Julien. Bonjour plutôt. Bonjour Alexis et bonjour à vos invités. En préambule, l'IA, je pense que les premiers emplois qui seront perdus, ce sera les emplois de savoir, donc des avocats, tous ceux qui doivent rentrer dans leur tête beaucoup de données. L'IA va les tuer. Mais tous les gens qui travaillent avec leurs mains, je pense pas qu'ils auront de problème. Ça c'était le préambule, mais c'est pas ma question. Ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez des dernières études qui ont été faites sur l'IA qui est mis dans le domaine militaire et la propension de l'IA à toujours vouloir aller dans l'escalade militaire plus que les humains. Tiens, alors ça, vraie question. Est-ce qu'on peut gérer dans tous les cas de figure l'IA? Imaginez, vous mettez une IA pour gérer la force de frappe nucléaire et on perd le contrôle, ça peut être terrifiant. Rafik. Il y a une constante dans l'histoire de l'humanité, c'est que le bien et le mal sont systématiquement les deux faces d'une même médaille. Et chaque innovation de rupture, prenez par exemple l'atome, eh bien l'atome est capable de sauver des vies, l'atome est capable de nous éclairer, mais l'atome est potentiellement aussi capable d'anéantir l'humanité. Et ce qui va se jouer avec l'intelligence artificielle est exactement du même registre. Le bien et le mal, c'est une course permanente du bien contre le mal, avec... Et le propre de l'homme doit être là, c'est-à-dire faire en sorte que le bien puisse avoir une petite longueur d'avance sur le mal. C'est ça qui va se jouer. Donc évidemment que les applications malveillantes liées à l'intelligence artificielle vont exister. Évidemment que vous aurez demain la possibilité de construire des robots tueurs. Évidemment que vous pourrez construire et fabriquer des virus à base de l'intelligence artificielle. Mais moi je préfère qu'on fabrique des vaccins et des antibiotiques. Je préfère qu'on fabrique des robots qui simplifient la vie des gens. Et ce qui va se jouer, c'est la raison pour laquelle je porte l'idée de ce nouvel humanisme technologique, que nous soyons tous mobilisés, d'abord que nous regardions la révolution de face, pour que nous fassions émerger justement cet humanisme technologique, une relation apaisée avec la technologie et non pas suicidaire, ce qui est potentiellement une des pistes vers laquelle nous pourrions arriver. Étienne de Ronquigny, grosse application possible à votre avis dans le militaire de l'IA ? Bien sûr, et c'est déjà le cas depuis de nombreuses années. On est dans l'éternelle course entre la lance et le bouclier. Et ça fait très longtemps qu'il y a des machines numériques dans les systèmes d'armes qui progressivement sont devenues de plus en plus sophistiquées en termes de calcul, en intégrant des probabilités, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Ça fait très longtemps. Et ça continuera. Et ça continuera parce que l'esprit humain est tel qu'on est toujours à chercher. Alors, on pourrait parler du divertissement. On va toujours chercher à imaginer des choses nouvelles et avec effectivement une valse entre le bien et le mal. Et on est pris là-dedans et ça durera pour toujours. Une valse à 300. Et ça durera pour toujours. Et pour moi, ce qui est essentiel, moi je crois à la liberté créatrice de la personne humaine. Et je pense que il faut que chacun d'entre nous, à notre niveau, nous posions la question, nous discernions chaque jour du bon usage que nous faisons des outils comme le marteau depuis très longtemps qui permet à la fois de tuer son frère ou de construire le temple de Salomon. De la même manière, l'IA dans ses applications civiles, militaires, dans tous les sens, est le pire et le meilleur. Et je pense que fondamentalement, c'est une question à se poser à chacun d'entre nous. Il ne faut pas renoncer à son discernement en disant il va y avoir un règlement IA Act qui va tout régler, il va y avoir une puissance publique qui va tout gérer. Non, ça commence par moi. Qu'est-ce que je fais au quotidien sur mon iPhone, avec mes enfants, avec mon voisin? Et est-ce que moi, déjà, à mon niveau, je fais un bon usage de ma liberté créatrice? Il nous reste 1 minute. Optimiste sur l'IA plus que pessimiste, Rafik Smati? Ni pessimiste, ni optimiste, parce que ça, c'est des situations que l'on subit. Vous avez une neutralité quasi helvétique. Non, je suis volontariste. C'est-à-dire que je considère que nous avons, aujourd'hui, en tant que contemporains de cette époque qui est inédite, moi je suis très content de vivre cette époque. Je dis tous les jours à mes enfants, non, c'était pas mieux avant, c'est très bien aujourd'hui et tu as de la chance de vivre aujourd'hui. Par contre, il faut que tu sois acteur d'aujourd'hui.
Et c'est ça mon état d'esprit. Même question, Étienne de Roquigny. Bravo Rafik, je suis tout à fait aligné. Ah bah ça au moins c'est l'alignement des planètes. On en découvrira d'ailleurs peut-être de nouvelles grâce à l'IA. Merci beaucoup Rafik Smati, auteur de Le Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'IA, sous-titré Dans un monde où le progrès technologique connaît une accélération sans précédent, l'humanité est confrontée à un choix déterminant, embrasser les changements ou y risquer d'être irrémédiablement dépassé. Et merci beaucoup Étienne de Roquigny, auteur de ce livre Le sens de l'IA à l'école de Pascal, Blaise Pascal, entrepreneur. C'est publié chez Bollen. Merci beaucoup à vous. Merci à vous deux d'avoir été avec nous et merci à vous Philippe d'avoir animé Berkov dans tous ses états pendant ces 2 jours. Vous revenez demain dans Les Vraies Voix. Avec Cécile de Ménibus, absolument. Mais vous retrouvez Cécile et Frédéric Brindel à 17h, comme tous les soirs. Demain, ça sera André Berkov qui sera de retour de midi à 14h. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.